Japon fais-moi peur. Un podcast sur l'univers du Kaidan. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et que cette nouvelle année vous apportera ce qui compte le plus, une bonne santé, car c'est essentiel, et le succès dans tous vos projets, et surtout une vie sans trop de difficultés. Et voilà, on y est, le 50e épisode. Franchement, je n'aurais jamais pensé en arriver là. Je me disais, qui va vouloir écouter mes histoires? Et pourtant, vous êtes là. Alors, un grand merci à vous tous. Ça me fait vraiment plaisir. Vous êtes géniaux. Et c'est grâce à vous si tout ça continue. Bien, on ne va pas trop tarder. Encore une fois, je vais vous raconter une histoire qui nous vient de Tuchan. Pour les nouveaux auditeurs, sachez simplement qu'il s'agissait d'un des forums en ligne japonais les plus populaires, il y a 20 ans de ça. Depuis, il a changé de nom pour devenir 4chan. Et ce n'est plus du tout la même chose. À l'époque, Tuchan, c'était le forum, celui qui a vu naître certaines des légendes urbaines les plus connues aujourd'hui. Alors, ce que je vais vous raconter serait une histoire vraie. Et la personne qui en parle sur Tuchan aurait pu être une victime. Le journal Hokkaido Shimbun aurait même fait un papier sur le fait divers. Voici cette histoire. Épisode 50. Les meurtres du Daisetsuzan Lodge. L'histoire commence avec un homme qui se retrouve aéré dans une petite librairie d'occasion, dans le district de Shuhoku, dans la ville de Sapporo, à Hokkaido. Par commodité, nous l'appellerons Shota. Il prit un livre au hasard et il en sortit un cahier de notes. Par curiosité, il l'ouvrit et les pages étaient griffonnées comme un cauchemar qui se répète. Ça vient, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Puis parce que la chair de poule ne suffisait pas, maintenant dois-je me suicider? Au secours, au secours, au secours, au secours, au secours. Encore et encore. Et encore et encore. On se sent mal à l'aise, n'est-ce pas? Shota, lui, l'était. Il apporte le carnet au commerçant, espérant probablement une explication qui n'implique pas de malédiction. J'ai trouvé ça. Savez-vous par hasard ce que c'est? Demande-t-il. Le commerçant répond. Ah! Puis, il arrache le carnet et dit. Oui, ce n'est pas à vendre. Shota n'a donc pas eu d'autre choix que de quitter la librairie ce jour-là. Mais soyons réalistes. Il n'est pas passé à autre chose comme une personne normale. Ce carnet effrayant est resté dans son esprit et ne l'a jamais quitté. L'auteur de la note était-il encore en vie? Tant de mystères surgissaient dans sa tête qu'il ne pouvait les laisser s'envoler. Le lendemain, la curiosité de Shota prit le dessus et il retourna à la boutique. Il interrogea à nouveau le propriétaire au sujet du carnet, espérant obtenir des informations sur l'histoire. Mais non, le commerçant était plus silencieux qu'un adolescent surpris en train de faire le mur après le couvre-feu. Mais cela a-t-il arrêté Shota? Pas du tout. Il a continué à se présenter, jour après jour, pendant une semaine. À la fin de la semaine, le commerçant en avait manifestement assez. Vous voulez vraiment savoir ce qu'il en est de la note? Très bien. Si vous êtes si curieux, allez séjourner au pavillon de la 5e station des monts Daisetsuzan le 23 août. Mais pour que les choses soient claires, je ne sais pas si vous le regretterez ou si même vous y survivrez. Alors, à votre avis, qu'a fait Shota? Je sais que vous l'avez deviné. Shota a demandé à 4 de ses amis de participer à cette petite retraite de l'horreur. Ces 5 inconscients, pour rester polis, étaient donc prêts à affronter les montagnes de Daisetsuzan.
Le groupe était composé de 2 femmes et de 3 hommes, dont Shota. Le 23 août, ils se sont mis en route, gravissant la montagne avec un optimisme que l'on peut qualifier de déplacé. À la surprise générale, l'ascension se passe bien. Il ne se passe rien d'effrayant, pas de silhouette cachée derrière les arbres. Enfin, ils atteignent le gîte. Dès leur arrivée, les 2 femmes disent Nous allons préparer du thé. » Personnellement, c'est pas ce que j'aurais fait en premier en arrivant dans un endroit où possiblement des choses étranges se passent. Mais bon, voilà, hein, chacun ses priorités. En tout cas, pendant ce temps-là, à l'étage, dans une chambre, les 3 garçons sont occupés à déballer leurs affaires. Et Shota est posté près de la fenêtre pour profiter de la vue. Il regarde un peu les environs. Après environ 5 minutes, une voix se fait entendre de derrière la porte de la chambre. « Hé, les garçons, ouvrez! J'ai apporté le thé !» dit l'une des jeunes femmes. Sauf qu'elle ne pouvait pas ouvrir la porte elle-même, elle avait probablement les 2 mains occupées par le plateau. Alors c'est naturellement que l'un des hommes les plus proches de la porte l'a ouverte. Puis un bruit se fit entendre, comme quelque chose de lourd qui tombe sur le sol. Lorsqu'il se retourne de la fenêtre, Shota voit sur le sol la tête de son ami, celui qui a ouvert la porte. Qu'est-ce que... Alors qu'il essayait de comprendre la situation, les yeux de Shota furent attirés par le corps sans tête qui était toujours debout. Il y avait le corps et la tête. Mais ce n'était pas la tête de son ami. C'était celle d'une des femmes qui préparait le thé en bas. Vous voyez ce que je veux dire? C'était le corps de l'homme décapité et la tête de la femme qui avait aussi été coupée. Et dans sa main, il y avait quelque chose de vaguement pointu, mais Shota n'a pas le temps de comprendre ce que c'est. Tout se passe tellement vite. Sans un mot, il voit le corps avec la tête décapitée se déplacer calmement, s'approcher calmement de son autre ami. Parce que n'oubliez pas, ils étaient trois hommes à s'occuper de déballer les affaires à l'étage. Et donc son deuxième ami, qui lui est toujours vivant et ne s'est pas du tout rendu compte de ce qui s'était passé, de ce qui venait de se passer, était toujours là, à s'occuper de ses petites affaires. Et donc Shota voit ce corps se déplacer jusqu'à cet ami-là, inconscient de tout, et se faire décapiter à son tour. Shota, comprenant le danger, a une très bonne initiative. Il décide de sauter par la fenêtre et il s'élance sur le terrain et il voit des grimpeurs sur le sentier. Et là, il leur crie quelque chose comme Aidez-moi, mes amis viennent d'être décapités !» Les grimpeurs lui ont jeté un regard sceptique, ce qui est tout à fait normal. Mais pour vérifier, ils se sont quand même précipités vers le pavillon. Et là, ce qu'ils ont trouvé, c'est une scène d'horreur. Les 2 femmes sur le sol, sans tête. Les alpinistes sont restés figés, choqués. Et après quelques secondes, ils ont appelé la police. Les policiers sont arrivés peu après pour s'occuper de l'incident. Shota, qui s'est apparemment blessé en sautant, a été envoyé à l'hôpital. Et pendant ce temps, la police a commencé à enquêter sur la scène de crime et a découvert tout un tas de choses sur ce qui s'était passé. Tout d'abord, les coupures sur les corps, tranchantes comme des rasoirs, nettes. Et puis, il y avait le sang, ou plutôt l'absence de sang. 4 corps décapités, toutes les têtes avaient disparu, tout simplement disparu. En fin de compte, l'affaire a été classée sans aucun indice, aucune piste, juste 4 cadavres sans tête et un grand nombre de questions sans réponse.
Shota est à l'hôpital, alité, attendant d'en sortir. Mais un soir, alors que l'infirmière était venue changer sa perfusion, quelqu'un frappa à la porte. « Qui est-ce » lança l'infirmière. Mais la porte n'a pas bougé. Au lieu de ça, une voix s'est fait entendre de l'autre côté. « Je suis la mère d'un des patients dans cette chambre. En fait, je porte des bagages. Pardon, pourriez-vous ouvrir la porte ?» C'était une voix maternelle, la voix de la mère de Shota. C'est là que les choses deviennent plus étranges. La mère de Shota était censée être à Tokyo. Tokyo, c'est-à-dire à des centaines de kilomètres d'Hokkaido. Comment se fait-il qu'elle soit déjà là? C'est à ce moment-là que Shota a réalisé que ça n'allait pas du tout. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, l'infirmière a tendu la main vers la poignée de la porte. « Non, ne l'ouvrez pas !» cria Shota, sa voix se brisant. Quelque chose de lourd s'est écrasé sur le sol. C'est alors que toutes ses pensées sont venues à Shota comme des flashs. Cette chose pouvait imiter la voix de n'importe qui. Elle pouvait dire n'importe quoi pour vous convaincre de la laisser entrer. Il ne s'arrêterait pas, il ne voulait pas se reposer, et une fois que vous avez ouvert cette porte, c'était fini. L'instant d'après, Shota a été évanoui, empêtré dans le rideau qui séparait son lit d'hôpital de la porte. Une échappatoire commode? Peut-être. Ou bien juste un peu de chance? Lorsqu'il se réveilla, l'infirmière n'était plus là, et la porte toujours fermée. Mais le cauchemar ne s'est pas arrêté là. Shota, désormais enfermé dans un asile pour sa propre sécurité, ne s'est jamais approché d'une porte depuis. Il passe ses journées à griffonner furieusement dans un carnet. Ces mots qui nous sont étrangement familiers. Ça vient, ça vient, ça vient. Maintenant, retrouvons la personne qui a posté cette histoire sur 2chan. Lorsqu'il a entendu cette histoire pour la première fois, il n'a pas pu se défaire de l'idée que peut-être cette chose s'attaquerait à lui. Puis il se dit « c'est pas possible, ce n'est qu'une légende urbaine sans queue ni tête ». Une nuit, vers 2 heures du matin, alors qu'il venait de raconter cette histoire à 2 de ses amis qui lui rendaient visite, la sonnette de la porte d'entrée retentit. Sonner à la porte à 2 heures du matin, c'est bizarre quand même. Mais il a pris son courage à 2 mains et s'est dirigé vers la porte d'entrée. « C'est moi, Yuji! Ouvrez !» La voix de l'autre côté lui était familière. Il s'agissait de son ami Yuji qui venait de déménager à Tokyo pour un nouveau travail. Sa première pensée a été de se demander ce qu'il pouvait bien faire ici à cette heure-ci. A-t-il déjà été licencié? Il déverrouille la porte et dit « C'est bon, tu peux entrer !» C'est alors que la voix de Yuji se fait entendre à nouveau. « Ah, j'ai les mains prises. Ouvre la porte, s'il te plaît. » C'est alors que ses amis et lui, un peu paniqués, se sont regardés. Mais dans la sagesse collective de 3 personnes paniquées, l'un d'eux a chuchoté « Ouvrons plutôt la porte de derrière. »« Yuji, je crois que la porte d'entrée est cassée. » cria nerveusement son ami. « La porte de derrière est ouverte, tu peux rentrer par là-bas. » Et tous les 3 se sont blottis sous une pile de couvertures, tremblant comme des feuilles et en attente de voir ce qui allait se passer. Le matin est arrivé et ils étaient toujours en vie. Et ils trouvent le courage de téléphoner à Yuji. « Yuji, tu étais chez moi cette nuit ?»« Quoi? Cette nuit? Mais je suis à Tokyo, tu le sais bien. » Oshimai. Alors, vous en pensez quoi? Vous avez aimé? À votre avis, c'était quoi cette histoire? Est-ce que Shota est une victime ou le coupable? Est-ce qu'il a perdu la tête et tué tous ses amis avant d'inventer cette histoire pour s'en sortir? Mais franchement, comment il aurait pu les tuer un par un sans que ça vire au carnage, avec du sang partout dans la maison? Ça colle pas. Alors, est-ce que ça serait pas plutôt l'œuvre d'un être surnaturel? Puis j'aurais bien aimé qu'une personne pense à contacter le libraire. Parce que cette personne-là, elle doit bien savoir ce qu'il en est. Elle doit bien
savoir ce qui se cache derrière ces notes. Si ça vous dit d'en discuter avec moi ou avec d'autres fans de Kaidan, venez sur le Discord. Le lien est dans la description, alors n'hésitez pas à nous rejoindre. Et pensez à partager ce podcast autour de vous ou sur vos réseaux. Et n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt sur Japon Fais-moi peur pour plus d'histoires d'horreur japonaises.